Il y a des hommes que la vie brise dès l'enfance, et d'autres qui transforment ces brisures en or pur. À 13 ans, il a vu son père mourir de sa propre main. À 20 ans, il quittait tout, une île entière, avec 5 dollars en poche et une rage silencieuse au fond des yeux. À 40 ans, il faisait trembler les salles de cinéma de toute l'Europe. Son nom? Thomas Millian. Et si vous ne le connaissez pas encore, ce que vous êtes sur le point d'entendre va vous hanter longtemps. Bienvenue sur Les Célébrités du Monde, la chaîne où les grandes vies prennent toutes leurs dimensions. Avant d'aller plus loin, abonnez-vous maintenant et activez la cloche de notification. Votre soutien nous permet de continuer à faire exister des histoires comme celle-ci, des récits qui méritent d'être racontés avec l'intensité qu'ils ont réellement vécue. Chaque abonnement compte énormément pour nous. Alors si vous n'êtes pas encore des nôtres, c'est le moment. Rejoignez la famille. Aujourd'hui, on plonge dans la vie d'un homme que ses contemporains n'arrivaient pas à classer, parce qu'il refusait de rentrer dans une case, ni totalement cubain, ni totalement américain, ni totalement italien. Il était tout cela à la fois et bien davantage. Une existence entière sur la corde raide entre le génie et la fracture, entre la célébrité et la solitude, entre l'art et la survie. Voici son histoire, entière, brute, inoubliable. Cuba, 1933. Dans les faubourgs huppés de Marianao, à 2 pas de la Havane, naît un enfant qui porte déjà le poids d'un nom illustre, Thomas Quentin Rodriguez Millian. Longue lignée, maison grande, père puissant. Sur le papier, tout va bien. Sous la surface, c'est une autre histoire. Son père est général, un homme du régime, une figure d'autorité absolue qui attend de son fils qu'il marche au pas, qu'il salue, qu'il obéisse. Mais le petit Thomas, lui, préfère se perdre dans ses rêveries. Il dessine des scènes dans sa tête, il imite les acteurs entendus à la radio, il invente des histoires. Entre ce père-là et ce fils-là, il y a un gouffre que ni l'amour ni les silences ne comblent. Et puis vient 1946. Thomas a 13 ans. Il est dans la maison familiale quand l'impensable se produit. Son père, figure de marbre, figure d'autorité, choisit de mettre fin à ses joues. Et Thomas est là, témoin de tout, à 13 ans. Prenez un moment pour mesurer ce que ça signifie. Un enfant, un père, un suicide, et toute une vie à porter ça. Ce traumatisme-là ne s'efface pas, il ne se guérit pas non plus, pas vraiment, il se transforme. Et dans le cas de Thomas Millian, il se transmute en quelque chose de rare, une capacité à toucher la douleur des autres parce qu'il avait appris à vivre avec la scène. C'est cette blessure-là, précisément, qui ferait de lui l'acteur qu'il est devenu. Mais avant d'en arriver là, il y a des années de chaos, d'errance, de quête. Malgré les réticences de sa famille, qui attendait de lui de reprendre le flambeau militaire, le jeune Thomas trouvait ses repères ailleurs, dans les salles obscures notamment. Un film allait tout changer pour lui. La fureur de vivre, avec James Dean. Ce jeune homme à l'écran, ce rebelle magnétique qui semblait crier ce que Thomas ressentait sans pouvoir le dire, c'était la révélation. Si Dean pouvait transformer sa douleur en art, alors peut-être que lui aussi. La décision fut prise. Thomas Millian quitterait Cuba. Il tournerait le dos à Havane, à sa famille, à son passé. Il irait chercher ailleurs ce qu'il ne pouvait pas trouver là-bas. Ce choix-là, aussi difficile soit-il, allait façonner l'une des plus belles trajectoires du cinéma mondial. Floride, première étape. Thomas s'inscrit dans une académie de théâtre, apprend les bases, absorbe tout comme une éponge. Puis vient un bref passage dans la marine américaine, une parenthèse inattendue pour cet artiste en devenir. Mais l'uniforme ne lui va pas. L'art, lui, le rappelle. Et c'est à New York que tout bascule vraiment. L'Actors Studio, le temple du jeu habité. L'endroit où Marlon Brando avait appris à murmurer plus fort que tous les autres. L'endroit où Lee Strasberg, le grand maître de la méthode, formait des acteurs capables de faire croire au mensonge en vivant une vérité. Thomas auditionne, devant des milliers de candidats, face à des noms comme Elia Kazan, comme Paul Newman, et il est pris. Vous réalisez ce que ça veut dire ? Un Cubain exilé, sans réseau, sans argent, sans protection, retenu parmi l'élite des acteurs américains en formation sur ses seuls mérites, sur cette présence brute, presque animale que les gens autour de lui ne pouvaient pas ignorer. À l'Actors Studio, Thomas Millian apprend quelque chose que peu d'acteurs maîtrisent vraiment. La vulnérabilité comme force. Incarner un personnage de l'intérieur, pas de l'extérieur. Ne pas jouer la douleur, la ressentir. Et lui, avec tout ce qu'il portait depuis ses 13 ans, il n'avait pas à aller chercher loin.
Les années new-yorkaises sont intenses. Il monte sur scène dans des productions off-Broadway. Il aiguise son jeu, nuit après nuit, planche après planche. La chaîne NBC le repère et l'engage pour la série Decoy. Première apparition à l'écran, première reconnaissance professionnelle. Le monde commence à l'apercevoir. Mais c'est un pont inattendu qui va changer la donne définitivement. Le compositeur Giancarlo Menotti l'invite à participer au Festival des Deux Mondes de Spoleto, en Italie. Un spectacle, un succès. Et derrière ce succès, une porte grande ouverte vers le cinéma européen. Thomas Milian allait traverser l'Atlantique, et l'Italie n'était pas prête pour ce qui arrivait. Quand Thomas Milian débarque en Italie à la fin des années 1950, il a quoi en poche? 5 $, littéralement 5 $, et une détermination qui aurait pu faire fondre les murs de Cinecittà. Le cinéma italien traversait alors une période de transformation. Le néo-réalisme cédera progressivement la place à quelque chose de plus littéraire, de plus stylisé. Un cinéma qui avait besoin d'acteurs capables de porter des rôles complexes, ambigus, profonds. Et Thomas était fait pour ça. Mauro Bolognini, l'un des réalisateurs les plus exigeants de cette génération, le repère immédiatement. Il lui confie des rôles dans Les Garçons et Bel Antonio, des films qui positionnent Milian d'emblée comme une étoile montante du cinéma d'auteur. Pas un second rôle, pas un figurant de luxe, une vraie étoile. Ce qui trappe, c'est qui travaille avec lui à cette époque, c'est l'intensité qu'il dégage. Pas une intensité fabriquée, calculée, posée. Une intensité qui vient de quelque part de profond, de cette enfance cubaine brisée, de cet exil, de ces années à New York à apprendre à transformer la douleur en matière première. Très vite, les grands noms du cinéma italien veulent travailler avec lui. Luciano Visconti l'intègre dans Le Travail, l'un des segments de Bocas 70. Valerio Zurlini le choisit pour Les Soldates, et il participe même au premier projet de Pier Paolo Pasolini, s'insérant naturellement dans les courants intellectuels les plus avant-gardistes du moment. Pour un acteur arrivé avec 5 $ en poche, le parcours est fulgurant. Mais Thomas Milian n'est pas seulement un artiste, c'est aussi un homme qui doit vivre. Et le cinéma d'auteur, aussi prestigieux qu'il soit, ne nourrit pas toujours son homme. Alors, quand au milieu des années 1960, une nouvelle vague déferle sur les écrans italiens, il tend l'oreille. Cette vague s'appelle le western spaghetti, et elle va changer sa vie une deuxième fois. Pensez à nous soutenir en vous abonnant à la chaîne Les Célébrités du Monde. Votre soutien nous permet de continuer à vous offrir des portraits aussi détaillés de ces légendes qui ont marqué le cinéma mondial. Un simple clic et vous rejoignez notre communauté. Le western spaghetti en Italie dans les années 1960, c'est un genre à part entière. Des paysages brûlés, des duels à l'aube, de la poussière, du sang et des hommes qui parlent peu mais ressentent beaucoup. Sergio Leone en est le roi. Et dans son sillage, une génération de réalisateurs construisent un univers cinématographique unique. Sergio Solima, lui, a une idée précise. Pour son film Colorado, il veut un personnage différent. Pas le héros classique, pas le pistolero taciturne, un paysan mexicain. Un homme du peuple, injustement accusé, contraint de fuir pour sa vie. Quelqu'un dont l'identité latine est au cœur du récit. Pas un cliché, mais un être humain complet, avec ses peurs, sa ruse, son désespoir. Ce personnage-là, c'est Cuchillo Sanchez, et ce rôle-là, c'est Thomas Milian qui va l'incarner. Et quelque chose d'exceptionnel se produit. Pour la toute première fois dans l'histoire du western spaghetti, un acteur latino joue un rôle latin sans être réduit à un cliché. Milian apporte à Cuchillo tout ce qu'il est, l'exilé, le survivant, l'homme qui connaît la douleur de la marginalisation et la honte d'être jugé avant d'être compris. Ce n'est pas un rôle qu'il joue, c'est quelque chose qu'il vit. Le public l'a senti. En Italie, en Mexique, en Amérique latine entière, les spectateurs se lèvent pour Cuchillo, parce qu'ils voient en lui quelque chose qu'ils reconnaissent, une dignité brisée mais debout, une résistance tranquille mais réelle. Le succès est immédiat, et il ouvre la voie à d'autres chefs-d'œuvre du genre. Face à Face, où il joue un révolutionnaire moralement ambigu, en opposition à Gian Maria Volonté, un duel de titans à l'écran. Tepepa, où il campe un chef paysan qui tient tête à la tyrannie incarné nul autre que Orson Welles. Et en 1970, dans Compagnie Ross de Sergio Corbucci, son personnage de El Vasco atteint une nouvelle dimension, alliant brutalité et complexité dans une performance que les cinéphiles citent encore aujourd'hui. Il y a aussi Tirez encore si vous pouvez, film expérimental dans lequel il joue un étranger amnésique et violent,
un rôle à contre-emploi, aux antipodes des archétypes du genre et qu'il habite avec une authenticité qui déconcerte autant qu'elle fascine. À la fin des années 1970, Thomas Milian est une star. Pas du tout dans les canaux conventionnels, pas le premier de la classe, une star à part, une présence irréductible, un acteur que le public aime parce qu'il ne lui ment pas. Et il n'a pas fini de se réinventer. Au début des années 1970, le western spaghetti commence à s'essouffler. Les recettes s'épuisent, les salles se vident. Pour beaucoup d'acteurs du genre, c'est la fin d'une époque, et parfois la fin d'une carrière. Pas pour Thomas Milian. Là où d'autres cherchent désespérément à raccrocher leur chapeau de cow-boy et à survivre, lui pivote avec une aisance déconcertante vers un nouveau territoire, le poliziotesco. Ce polar urbain à l'italienne, brutal, corrosif, qui ausculte la violence des villes et les dérives d'une société en mutation. Et il y entre par la grande porte. En 1974, sous la caméra impitoyable d'Umberto Lenzi, Milian incarne Giulio Sacchi dans Milano Odia, la polizia non può sparare. Un criminel, froid, sadique, sans rédemption possible. Une performance qui choque les spectateurs de l'époque, pas parce qu'elle est outrancière, mais parce qu'elle est terriblement réelle. Ce personnage-là ne fait pas semblant d'être mauvais. Il l'est, profondément, et Milian le montre sans ciller. C'est le genre de rôle que seul un acteur vraiment courageux accepte d'habiter pleinement, parce que pour donner vie à un monstre, il faut trouver en soi l'endroit obscur où il réside, et Milian, lui, n'a jamais eu peur de ses propres zones d'ombre. Mais le public va découvrir en lui quelque chose d'inattendu dans cette même décennie, le sens du comique. Car en parallèle de ses rôles sombres, Milian crée l'un des personnages les plus aimés du cinéma populaire italien, Nico Giraldi. Nico Giraldi, c'est un flic romain, mais pas le flic classique, un gaillard du quartier, débrouillard, irrévérencieux, avec du verlan dans la voix et de la tendresse dans les yeux. Un type qui résout ses enquêtes avec autant de bagou que de poing, un personnage que les Italiens ont adopté comme un ami de quartier. La saga Nico Giraldi commence avec Squadra Antimafia, sous la direction de Bruno Corbucci. Et c'est un triomphe, suivi de Delitto al ristorante cinese, de Delitto su l'autostrada, toute une série de films qui conjuguent action, humour et observation sociale avec une justesse rare. Ce qui rend Nico Giraldi inoubliable, ce n'est pas seulement ses bons mots ou ses cascades, c'est l'humanité que Milian y glisse, cette capacité à rendre ce policier rugueux profondément attachant, presque touchant. Et ce n'est pas tout. En parallèle, Milian invente un autre personnage culte, Monezza, un voyou des bas-fonds romains, petit voleur au grand cœur, au langage coloré, aux espiègleries permanentes. Milian écrit souvent lui-même ses répliques en dialecto romanesco, la langue des ruelles, des marchés, des gens ordinaires. Une langue vivante, spontanée, qui collait parfaitement à ce personnage qui n'aurait pas pu exister sans cette authenticité-là. Monezza devient une icône, rivale de Nico Giraldi dans les cœurs du public. Et ensemble, ces deux figures révèlent la portée extraordinaire de Milian. D'un côté la loi, de l'autre la rue, et lui dans les deux cas absolument convaincant. Si vous appréciez ce contenu, abonnez-vous à Les Célébrités du Monde. Votre soutien nous permet de produire des portraits aussi détaillés de ces légendes qui ont marqué l'histoire du cinéma. Un simple clic sur le bouton abonnement, ça prend 2 secondes et ça change tout pour nous. On pourrait croire qu'un acteur qui règne sur le cinéma populaire de toute une nation serait tenté de s'y installer confortablement, de répéter la formule gagnante, de s'asseoir sur ses acquis. Thomas Milian ne fonctionne pas comme ça. Même au sommet de sa popularité en Italie, même quand Nico Giraldi et Monezza faisaient des millions d'entrées, il continuait à chercher les rôles qui le bousculent, ceux qui exigent plus, ceux qui lui permettent de pousser plus loin les frontières de son art. En 1979, Bernardo Bertolucci lui tend la main. Le plus grand réalisateur italien de l'époque le choisit pour La Luna, un film d'une profondeur psychologique rare, traversé par des thèmes complexes comme la dépendance, le désir, les liens familiaux brisés. Milian y joue un personnage secondaire, mais sa présence est si intense, si habitée, que les critiques ne peuvent pas l'ignorer. Il repart avec le Nastro d'Argento du meilleur acteur dans un second rôle. La plus haute distinction du cinéma italien pour un acteur, pour celui qui était entré dans la profession avec 5 $ en poche. Ce n'est pas une récompense ordinaire, c'est la reconnaissance que derrière les personnages populaires, derrière Nico Giraldi et Monezza, il y avait un acteur d'une profondeur exceptionnelle, quelqu'un qui méritait d'être dans le même plan que Bertolucci.
Michelangelo Antonioni le remarque également et lui offre un rôle dans Identification d'une femme. Liliana Cavani, Yves Boisset, Claude Chabrol, les grands noms du cinéma d'auteur européen s'arrachent ce Cubain devenu romain par adoption. Et puis, Hollywood frappe à la porte. Sidney Pollack, pour Havana, le choisit pour incarner un personnage mêlé aux intrigues politiques cubaines. Un rôle taillé sur mesure pour un homme qui avait grandi dans ces intrigues-là, qui les avait senties dans la maison de son père général. Oliver Stone le fait entrer dans JFK, le film fleuve sur l'assassinat de Kennedy. Milian y apporte une autorité mesurée, une présence qui renforce la crédibilité d'un film où chaque acteur doit porter du poids. Steven Spielberg le recrute pour Amistad, ce drame historique puissant sur l'esclavage et la résistance. Et Steven Soderbergh, pour Trafic, l'un des grands films sur le trafic de drogue, lui confie le rôle du général Arturo Salazar. Ce film remportera des récompenses majeures, dont un Screen Actors Award pour l'ensemble du casting. James Gray, enfin, lui confie un rôle dans The Yards, ce thriller sombre et élégant où il ancre l'ensemble du film de sa présence. Les spectateurs américains ne le connaissaient peut-être pas aussi bien qu'en Italie, mais les réalisateurs, eux, savaient exactement ce qu'il valait, et chaque film qu'il touchait était enrichi de sa présence. Il y avait aussi des projets liés à ses racines, Adieu Cuba d'Andy Garcia, La fête du bouc de Luis Loza, dans lesquels il incarnait des figures historiques et politiques latino-américaines avec une précision et une authenticité que personne d'autre n'aurait pu lui égaler, parce que ce n'était pas un rôle pour lui, c'était une mémoire. Les dernières décennies de Thomas Milian sont celles d'un homme qui fait le bilan. Non pas avec amertume, mais avec cette lucidité tranquille que donnent les années quand on a eu le courage de vraiment vivre. Il ralentit, il choisit ses projets avec soin, il laisse le bruit du monde s'éloigner un peu. Et en 2014, il fait quelque chose qu'il n'avait pas fait depuis plus d'un demi-siècle. Il retourne à Cuba. 50 ans. Plus de 50 ans sans revoir la Havane, sans revoir les rues où il avait grandi, sans revoir les murs de la maison où tout avait basculé un jour de 1946. Ce retour est immortalisé dans un documentaire réalisé par Giuseppe Sanson, The Cuban Hamlet. Et ce titre déjà dit tout. Hamlet, le prince danois tiraillé entre action et paralysie, entre fidélité à ses morts et liberté de vivre. Milian, lui, n'a jamais eu peur de ses propres zones d'ombre. Dans les rues de la Havane, on le voit marcher, regarder, se souvenir. Il y a dans ses yeux quelque chose d'indéfinissable, pas de nostalgie exactement, pas de regret, plutôt une forme de réconciliation, avec l'île qu'il a quittée, avec l'enfant qu'il a été, avec le père qu'il a perdu. Ce voyage, il ne le fait pas pour le public, il le fait pour lui. La même année, il publie son autobiographie. Dans ces pages, Milian ne se pose pas en héros. Il raconte tout, les triomphes et les doutes, les films qu'il est fier d'avoir faits et ceux qu'il regrette, les relations qui l'ont nourri et celles qui l'ont blessé. Et il révèle quelque chose de fondamental. Comment Monezza et Nico Giraldi, ces personnages qu'on aurait pu croire sortis de nulle part, étaient en réalité profondément autobiographiques. La ruse de Monezza, c'est la sienne. La débrouillardise de Nico Giraldi, c'est celle d'un exilé qui a appris à survivre avec peu. Ces personnages n'étaient pas des masques, c'étaient des reflets. Jusqu'à la fin, Milian continue à jouer, pas par nécessité financière, par amour. Des rôles choisis, signifiants, qui lui permettent encore de donner corps à des histoires qui en valent la peine. Puis